Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Nous sommes ensemble pour passer en revue les principales informations de ce jour. Pour la première fois depuis plus de 40 ans, le Liban et Israël tiennent des discussions discrètes à Nakoura, sous l'égide de l'ONU. Des responsables civils dirigent désormais les délégations, un changement inédit alors que les tensions militaires s'intensifient et qu'Israël affirme vouloir jeter les bases d'une coopération économique. Une tentative fragile au cœur d'une région encore en état de guerre. Des responsables civils libanais et israéliens ont participé à une réunion du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu dans le sud du Liban, marquant les premières discussions directes entre les deux pays depuis plus de 40 ans, selon une source proche des participants citée par l'AFP. La rencontre se déroule au siège de la FINUL à Nakoura, localité frontalière, symbole d'une ligne de séparation drapée d'histoire et de tension. La nouveauté ne réside pas uniquement dans le format. Pour la première fois, les délégations des deux pays sont dirigées par des civils, alors qu'elles étaient jusqu'ici exclusivement militaires, sans contact direct entre elles. Cette réunion intervient dans un contexte d'avertissement israélien répété. Au Liban, l'armée israélienne a multiplié les frappes contre des cibles présentées comme liées au Hezbollah, accusant le mouvement de se réarmer malgré le cessez-le-feu en vigueur depuis un an. Tel Aviv évoque désormais la possibilité d'une nouvelle campagne militaire dans le sud du pays, thèse relayée par plusieurs médias israéliens. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou affirme cependant vouloir offrir un autre canal. Il a chargé le directeur par intérim du Conseil de sécurité nationale d'envoyer un représentant à une rencontre avec des responsables politiques et économiques libanais, présentée comme une première tentative pour établir une base de relations et de coopération économique. Les États-Unis jouent un rôle central. L'émissaire américaine pour le Proche-Orient, Morgan Ortagus, participe à la réunion de Nakoura. Elle avait rencontré la veille à Jérusalem plusieurs dirigeants israéliens, dont le ministre des Affaires étrangères, Gideon Sa'ar, qui a estimé que le désarmement du Hezbollah est crucial pour l'avenir du Liban et la sécurité d'Israël. Ortagus est attendu à Beyrouth à l'issue de la rencontre. Cette évolution s'inscrit dans le sillage d'une prise de position américaine plus large. En novembre, l'émissaire Tom Barak avait déclaré que des négociations directes entre Israël et le Liban pourraient être la clé pour réduire l'escalade. Une idée jadis impensable pour deux États techniquement en guerre depuis 1948. À Beyrouth, le président Joseph Aoun a nommé l'ancien ambassadeur Simon Karam à la tête de la délégation libanaise. Le communiqué de la présidence a précisé que cette décision répondait à une demande américaine, Israël ayant accepté d'intégrer un membre civil à son propre groupe. Dans un pays où la diplomatie directe avec Israël reste hautement sensible, cette désignation constitue une rupture rare. La dernière fois que les deux pays avaient engagé un dialogue formel en 1983, l'accord négocié après l'invasion israélienne du Liban n'avait jamais été ratifié et avait finalement sombré avec la poursuite du conflit interne libanais. Pendant que les délégations se réunissent, la rhétorique israélienne demeure inflexible. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré le 26 novembre « Il n'y aura pas de calme au Liban sans sécurité pour Israël ». Il a promis une pression maximale, citant l'élimination à Beyrouth le 23 novembre du chef militaire du Hezbollah, Haytham Ali Tabtabai. Le Hezbollah a averti. Son numéro 2, Naïm Qassem, assure que le mouvement se réserve le droit de répondre à cet assassinat à un moment choisi. La réunion de Nakoura ne constitue pas un accord ni un début de normalisation. Elle est plutôt un test diplomatique observé de près par Washington, Paris et l'ONU, avec, en toile de fond, une réalité que personne n'ignore. Sur la frontière israélo-libanaise, la ligne entre dialogue et confrontation demeure fragile, mouvante et dépendante d'équilibres militaires plus que politiques. En Syrie, les autorités affirment avoir déjoué une tentative majeure de contrebande d'armes vers le Hezbollah. À Al-Jebé, dans les environs de Damas, la police syrienne dit avoir intercepté un convoi clandestin. Selon le ministère de l'Intérieur, 4 suspects ont été arrêtés. Un 5e a été tué après un accrochage armé. La saisie est décrite comme importante. Les autorités parlent de 1250 mines équipées de détonateurs, des explosifs qui, selon Damas, devaient franchir illégalement la frontière libanaise pour rejoindre le Hezbollah.
Au Soudan, la guerre entre l'armée et les forces de soutien rapide se prolonge, alimentée par une lutte d'influence qui dépasse le champ militaire. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, entretient des liens historiques avec les réseaux islamistes. Une relation qui, selon les analystes, complique les efforts internationaux de médiation et maintient le pays dans la violence et l'incertitude. Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre fratricide. L'armée régulière du général Abdel Fattah al-Burhan affronte les forces de soutien rapide dirigées par son ancien allié, Mohamed Hamdan Daglo. Les combats ont transformé les villes du pays en ligne de front, détruit des infrastructures et déplacé des millions de civils. Pour les médiateurs internationaux, un obstacle majeur s'ajoute aux batailles militaires, les liens du chef de l'armée avec les réseaux islamistes. Ces groupes, hérités de l'ère d'Omar el-Bashir, renversé en 2019, dispose encore d'un pouvoir souterrain, de réseaux d'affaires et d'un poids idéologique. Selon des analystes, les islamistes sont très contrariés à l'idée d'en cesser le feu. Ils veulent que la guerre continue autant que possible. Burhan a bâti sa carrière au sein de ces cercles. Il leur doit, selon plusieurs observateurs, son contrôle sur près de 2/3 du territoire encore tenu par l'armée. Pour ses adversaires, cette influence explique son rejet des trêves et de certaines médiations occidentales. En septembre, le groupe diplomatique dit du Quad, États-Unis, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis et Égypte, a averti que l'avenir du Soudan ne peut être dicté par des groupes extrémistes violents. Une déclaration suivie de sanctions américaines visant le ministre des Finances, Jibril Ibrahim, et la milice islamiste Al-Bara ibn Malik. Acculé politiquement, le général tente pourtant de ménager ses alliés. Selon un diplomate, il aurait négocié en Suisse avec un représentant américain pour s'éloigner progressivement des islamistes. Résultat, quelques limogeages discrets, mais rien qui ne brise réellement la dépendance du commandement militaire à ce réseau d'influence. Sur le terrain, la situation reste critique. Les forces de soutien rapide ont regagné du terrain vers Khartoum. Pendant que l'Arabie saoudite et l'Égypte pressent Burhan d'accepter un compromis, l'armée soudanaise peine à maintenir son unité. Entre alliances idéologiques, pression régionale et combats urbains, le Soudan se retrouve à un point de bascule. Pour les médiateurs, la paix ne viendra qu'au prix d'une rupture avec ces réseaux islamistes, une rupture que le chef de l'armée semble aujourd'hui retisse. Depuis Moscou, première tentative de négociation directe entre Washington et le Kremlin depuis des mois, mais sans percer. La rencontre entre Vladimir Poutine et l'émissaire américain Steve Witkoff n'a débouché sur aucun compromis concernant les territoires occupés en Ukraine. Un dialogue qualifié d'utile par le Kremlin, mais qui laisse entrevoir un chemin de paix encore très long. 5 heures derrière les portes du Kremlin, Steve Witkoff, envoyé spécial des États-Unis face à Vladimir Poutine. Une rencontre rare, chargée d'enjeux, dans une guerre qui dure bientôt 4 ans. À la sortie, le ton est mesuré. Le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Ushakov, se veut prudent. Aucune solution de compromis n'a encore été trouvée sur les territoires occupés, mais il nuance immédiatement. Certaines propositions américaines peuvent être discutées, pas de percée, mais pas de porte fermée. Sur le terrain, la Russie contrôle toujours les régions clés à l'est et au sud de l'Ukraine. Pour Kiev et ses alliés, un principe est non négociable. Pas de paix durable sans retrait russe. Pour Moscou, ces zones sont désormais russes, annexées unilatéralement en 2022. Entre ces lignes rouges, le défi diplomatique paraît immense. Selon Moscou, la discussion n'a pas porté sur des textes ou des formules précises de règlement, seulement sur le fond. Plusieurs documents américains ont été évoqués, sans qu'aucun détail ne soit dévoilé. Washington tente, en coulisses, d'ouvrir une séquence de désescalade. Moscou, de son côté, brandit une nouvelle critique. Les Européens seraient un obstacle à ces efforts. Quelques heures avant leur rencontre, le ton était différent. Vladimir Poutine accusait les Européens de vouloir empêcher la paix et menacer de représailles. Une manière de rappeler que l'équation dépasse le simple duel Moscou-Washington. Paris, Berlin, Bruxelles, Ankara, tous observent ces contacts avec attention. Le Kremlin admet que beaucoup de travail reste à faire. Pour le moment, aucune promesse, aucune feuille de route, juste une nouvelle réalité, malgré les missiles et les lignes rouges. Russes et Américains continuent de parler. En note finale et maintenant en Chine. Les lunettes connectées ne sont plus un gadget futuriste. Grâce à l'intelligence artificielle, il suffit d'un regard ou d'une commande
d'une commande vocale pour payer ou acheter ou traduire une conversation. Face au géant américain Meta, des entreprises chinoises veulent conquérir le marché mondial. En Chine, les lunettes connectées entrent dans la vie quotidienne. Dans une rue commerçante de Hangzhou, un client paye son café en regardant un simple QR code. Un mot, la transaction est validée. Là-bas, l'avenir des objets connectés se porte sur le nez. Le marché mondial a longtemps stagné, mais la nouvelle génération de lunettes, intégrant des puissants modèles d'IA, change la donne. Meta domine pour l'instant avec ses Ray-Ban Meta à l'allure presque classique. En Chine, les challengers se multiplient. Xiaomi, Xreal, Thunder Robot et une start-up qui intrigue, Rockid. Cet environnement industriel donne un avantage aux marques chinoises, d'autant que les services de Meta sont bloqués dans le pays sans VPN. Résultat, un marché intérieur énorme, promis à une hausse de plus de 100% de ventes en 2025. Pour séduire l'étranger, les entreprises chinoises misent sur la polyvalence. Applications chinoises en Chine, applications internationales ailleurs. Autre argument, la traduction en direct. Pendant qu'un interlocuteur parle, les sous-titres anglais défilent à l'intérieur des verres. Mais la bataille ne se jouera pas seulement sur la technologie. Pour les consommateurs, la priorité reste l'apparence. Les lunettes doivent être élégantes, légères, désirables. Et en 2025, Meta détient encore 73% du marché mondial. Le design de ces Ray-Ban a fait mouche là où tant d'autres ont échoué. Au-delà du style, les défis persistent. Les puces chinoises restent en retrait. Les expériences logicielles manquent encore de fluidité. Et partout, une question inquiète, la vie privée. Ces lunettes discrètes enregistrent souvent en continu, un risque pour les données et les réglementations. Pourtant, dans les laboratoires chinois, les ingénieurs rêvent déjà d'un monde inversé. À court terme, les lunettes connectées seront un accessoire du smartphone. Puis, ce sera l'inverse. Le téléphone deviendra un accessoire des lunettes. C'est ici que s'achève notre journal. Merci de votre fidélité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux francophones. À très bientôt.